De la neige ce week-end sur les premiers massifs, mais la douceur semble vouloir reprendre le dessus dans le courant de cette semaine. C'est ce qu'on appelle le flux méridien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette mécanique? C'est ce que nous allons voir dans ce décryptage météo numéro 58. Ces fameux flux méridiens se sont organisés à partir de ce vendredi 13. Faut-il y voir un signe? En tout cas, voici l'image radar des précipitations pour cette même journée. Et à la mi-journée, eh bien, une grande partie de la Belgique et le nord-ouest de la France étaient sous le corps pluvieux d'un front froid, avec surtout une bande bien étroite qui s'étire depuis le sud de la Belgique à travers la région parisienne vers la région de Chartres, une bande vraiment jaune, orangée, bien étroite, raison pour laquelle on l'appelle en français une bande étroite de front froid, alors qu'en anglais, on l'appelle NCFR, Narrow Convective Front Rain Band. Effectivement, c'est un front et une bande pluvieuse, mais elle est surtout convective et étroite, parce que nous avons de l'air doux et humide à l'avant, alors qu'à l'arrière, nous avons de l'air froid, surtout d'altitude qui s'engage. Et donc, ce contraste de température et les vents qui passent du sud à l'ouest, on va le voir dans quelques instants, eh bien, font converger la masse d'air et forment des nuages qui sont assez verticaux et donc qui provoquent de la convection et des pluies intenses au passage de cette bande. Mais donc, évidemment, ce que nous avons aussi après le passage de ce front froid, c'est évidemment une chute des températures. Nous avons ici très bien, donc à 14 heures environ pour cette même journée du vendredi 13, on a vraiment la limite très bien dessinée par les températures. Nous sommes largement en dessous de 10 degrés dans les zones vertes, donc sur le nord-ouest de la France et la Belgique, le Benelux, alors qu'à l'avant, on est largement au-dessus de 10 degrés, on est même au-dessus des 15 degrés sur la Pologne. Et observez que sur les montagnes écossaises, sur les Highlands, eh bien, nous sommes même déjà largement en dessous, du point de congélation. Il faut dire que nous sommes donc à une altitude supérieure à 1000 mètres. Et alors, pour terminer sur cette journée du vendredi 13, eh bien, nous avons effectivement la rotation du vent. Nous avons d'abord un vent de sud en matinée à la station de Uccle à Bruxelles. Et puis, après le passage du front, eh bien, nous avons ce vent d'ouest. Donc, il y a bien une convergence de vent qui force la convection et donc cette bande étroite de front froid. Comme je l'expliquais dans le décryptage précédent, mars est cette époque de l'année où l'air froid est encore bien résistant dans le nord avec les couleurs bleues, mais par le sud-ouest, par la zone de l'anticyclone subtropical des Açores, eh bien, les couleurs jaunes reviennent en force. Et donc, nous avons d'importants contrastes. Ce samedi 14 mars, eh bien, nous avons ces couleurs bleues inférieures à moins 30 degrés au niveau 500 hectopascales, soit vers 5300 mètres, qui s'enfonçait depuis les latitudes nordiques à travers le bassin de la mer du Nord jusqu'à la Grande Bleue avec beaucoup d'instabilité. Nous avions donc ces températures de moins 34 degrés vers 5300 mètres qui ont généré de la convection, de fortes averses de grésil, de neige fondante et de neige, parfois organisées en retour d'occlusion, qui provoquaient des phénomènes d'isothermie avec donc des averses hivernales qui tombaient jusqu'à 200 mètres, voire moins d'altitude dans le Benelux, plus vers le sud du côté des Alpes. Eh bien, c'était quand même une limite, une neige qui est descendue en dessous de 1000 mètres, même pratiquement jusqu'à 500 mètres. Mais donc, par le sud-ouest, nous avons ces couleurs jaunes qui reviennent. Ce sont vraiment des couleurs chaudes d'altitude, à moins 14 degrés, à environ 5800 mètres. Et donc, tout ceci, c'est bien le processus de ces flux méridiens qui vont faire remonter les températures cette semaine en Europe occidentale. Mais ce qui va être maintenant intéressant, c'est de comprendre la mécanique qui est derrière tout ceci.
Dans toute la mécanique que je vous explique dans ce décryptage, une information a particulièrement attiré mon attention ces derniers jours. Il s'agit du bilan saisonnier hivernal 2025-2026 de la NOAA pour les contiguous US, c'est-à-dire les 50 États contigus des États-Unis, c'est-à-dire hors Alaska et Hawaï. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, la moyenne pour ces 50 États était donc de 37,10 degrés Fahrenheit. Vous le savez sans doute, on utilise la Fahrenheit aux États-Unis. Et ceci correspond à 2,77 degrés Celsius. Alors que la moyenne saisonnière est de normalement 32,20 degrés Fahrenheit. Vous le savez sans doute, 32 degrés Fahrenheit, c'est 0 degrés Celsius. Il existe donc une différence de 2,75 degrés Celsius à l'échelle de toute la saison hivernale 2025-2026 pour les 50 États des États-Unis, 4,90 degrés Fahrenheit, ce qui place cet hiver 2025-2026 à la deuxième place des plus doux depuis 131 ans. Eh oui, cela peut étonner certains qui ont tellement entendu parler des décrochages arctiques sur le nord-est des États-Unis. Alors c'est vrai que certains États ont vécu plus ou moins leur 30e hiver le plus froid. Alors ce n'est pas non plus exceptionnel, 30e, 40e en général, donc below average, sauf que dans toute la partie centrale et occidentale, c'était nettement plus doux, avec pas moins de 9 États dans le rouge, c'est-à-dire warmest. Oui, effectivement, 9 États ont battu leur record de douceur. Je parle notamment du Texas, de l'Arizona, du Nevada, du Nouveau-Mexique, du Colorado, etc. Et d'autres États en orange, les qui étaient plus ou moins dans le top 5, top 10 des hivers les plus doux. Et donc, on comprend pourquoi, à l'échelle des 50 États, c'était bien donc l'hiver 2025-2026, le deuxième le plus doux. Là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, tout ceci était assez prévisible. Nous sommes en effet en fin de la Niña, la petite sœur de El Niño, dont j'ai parlé dans le décryptage météo numéro 56. Et en temps hivernal, avec la Niña, eh bien, nous avons effectivement un blocage anticyclonique qui se manifeste sur l'est du Pacifique et l'ouest des États-Unis, avec sur la partie orientale de l'air arctique qui dégouline vers l'est des États-Unis. Et si nous regardons le bilan saisonnier des anomalies de pression d'altitude, les géopotentiels pour la saison hivernale, eh bien, nous retrouvons effectivement ces anomalies anticycloniques en jaune. Alors peut-être légèrement plus décalées vers l'est, mais nous retrouvons quand même une anomalie sur l'ouest des États-Unis et une autre au sud du détroit de Bering. Et nous avons les anomalies dépressionnaires qui dégoulinent avec l'air froid vers le nord-est des États-Unis. Et maintenant, ce qui va être important à comprendre, c'est de voir comment tout ceci est lié à la météo actuelle et à celle à venir de cette semaine. L'élément central de ce décryptage, c'est que nous sommes donc en fin d'épisode La Niña. Les alizés renforcés ont concentré les masses d'eau chaude dans l'ouest du Pacifique, les Philippines, le continent maritime indonésien, où tout ceci a généré de l'importante convection. Mais tout ceci est en train de tourner à El Niño, comme je l'expliquais dans le décryptage météo numéro 56. Et tout ceci, c'est un peu comme un élastique qui était tendu et qui est en train de se détendre brutalement. Et on le voit sur cette carte du transport de vapeur d'eau, avec ses couleurs jaune, orangé, rouge et même grise, qui partent du Pacifique occidental et qui arrivent ainsi au Pacifique oriental. Tout ceci de concert avec l'évolution de l'oscillation de Madden-Julian en phase 7 et 8, donc vers le Pacifique oriental. Et cette moiteur, cette chaleur d'altitude, c'est du kérosène pour les anticyclones d'altitude qui sont bien concentrés ici sur l'ouest des États-Unis. On le voit avec les isohypses au niveau 700 hectopascales, c'est-à-dire vers 300 décamètres,
3000 mètres, nous allons avoir un épisode de chaleur exceptionnel dans l'ouest des États-Unis que nous allons détailler ci-après. Mais évidemment, ceci a un impact sur l'aval avec une descente froide sur l'est des États-Unis et ainsi de suite vers l'Europe avec les flux méridiens. Mais d'abord, attachons-nous à ce qui va se passer de manière vraiment exceptionnelle dans l'ouest des États-Unis ces prochains jours. La conséquence de tout ceci, c'est la constitution d'un très puissant blocage, encore une fois, en forme de lettre grecque oméga. Donc, on parle de blocage oméga, comme je l'ai signalé dans le décryptage précédent, avec à ses pieds gauche et pieds droit, vous avez des creux d'altitude qui l'alimentent, notamment en inspirant de l'air très chaud d'altitude sur le sud-ouest des États-Unis. C'est donc cette moiteur du Pacifique central qui arrive dans cette région à très haute altitude et qui est ensuite comprimée adiabatiquement comme la pompe à vélo. Et donc, nous allons avoir non seulement beaucoup d'air chaud d'altitude, mais aussi, évidemment, vers le sol, eh bien, les températures vont être particulièrement élevées. On va tout simplement frôler ou atteindre des records, comme on va le voir sur la carte suivante. Au niveau du sol, pour le 20 mars, le vendredi 20 mars, eh bien, nous avons ici, dans le sud-ouest des États-Unis, la région de Phoenix et puis le nord-ouest du Mexique, des couleurs blanches. Et on regarde, notamment, on peut le voir sur cette échelle, bien, nous sommes effectivement au-delà de 40 degrés. Et nous serons le 20 mars, nous ne sommes pas en plein juin et juillet, non, nous serons le 20 mars. Et c'est toute une grande partie du sud-ouest des États-Unis qui sera dans des couleurs rouges, donc au-delà de 25, voire 30 degrés. Mais donc, dans cette partie du côté du Nevada et de la péninsule de Basse-Californie au Mexique, eh bien, nous dépasserons les 40 degrés. Pour être encore plus précis, prenons ce météogramme du Centre européen des prévisions à moyen terme dans la région de Mexicali, au Mexique évidemment, en péninsule de Basse-Californie. Et prenons le diagramme du bas avec les températures et nous serons donc au-delà de 40 degrés. Nous avons ici les petites boîtes qui sont très resserrées, ce qui montre qu'il y a très peu d'incertitudes. Nous serons donc du côté de 42 degrés dans cette région et nous pouvons voir que nous sommes aussi au-delà de cette ligne rouge qui est la marque, le seuil de l'extrême climatologique saisonnier. Donc nous pourrions effectivement battre des records dans cette région pour la dernière décade du mois de mars. Et la ligne rouge qui est un peu plus épaisse, eh bien c'est la moyenne saisonnière qui tourne autour de 27-28 degrés. Nous serons donc 15 degrés au-dessus des normales saisonnières dans cette région de Mexicali. Et alors, pour prendre une ville un peu plus connue aux États-Unis, soit Las Vegas, eh bien, c'est la même chose. C'est le même écart. Nous serons aussi 15 degrés au-dessus des normales saisonnières qui sont de 23 degrés. Nous irons jusqu'à 37, 38 degrés et nous serons aussi au-dessus de l'extrême climatologique saisonnier. C'est ce qui fait dire à certains météorologistes états-uniens que le record absolu, le record, mensuel états-unien qui apparemment tourne autour de 44-45 degrés pourrait être battu vraiment dans l'extrême sud-ouest des États-Unis. Il y a effectivement une zone où les 45 degrés pourraient être atteints, mais évidemment, il faudra affirmer et préciser et suivre tout ceci. Il est donc normal d'anticiper la propagation de toute cette mécanique vers l'est. Nous retrouvons la puissante anomalie anticyclonique sur l'ouest des États-Unis en date du mercredi 18 mars. Et donc, nous avons une crête qui monte, nous avons un creux qui descend, et ainsi de suite. Une autre crête qui remonte vers le Groenland, un creux qui descend et qui va s'isoler en goutte froide du côté des îles Canaries, les Açores, l'archipel de Madère, peut-être l'ouest du Portugal, qui peuvent anticiper une énième période de mauvais temps. C'est quand même la loi des séries depuis le début de cette année, avec peut-être encore
Donc la nomination d'une énième dépression, comme je l'ai signalé dans le décryptage météo numéro 54, c'est vraiment une série assez longue en cette période hivernale 2025-2026. Et puis évidemment la constitution d'un blocage anticyclonique sur l'ouest de l'Europe. Alors attention, on pourrait avoir la jonction des deux blocages dans la fin de la semaine. Et donc tout ceci est à voir évidemment dans les détails, mais ce qui va être important donc, c'est de constater qu'on va avoir une remontée des températures après l'air frais, même froid de ce week-end et la neige à très basse altitude. Eh bien, les températures vont remonter de concert avec l'assèchement de la masse d'air. Ma conclusion pour ce décryptage, ce sera donc cela. Ce temps sec qui revient pour cette semaine après les dernières averses de pluie, de grésil, de neige fondante, de neige en fonction de l'altitude de ce week-end. On voit ici le diagramme du cumul des précipitations pour la ville de Bruxelles selon le modèle ensembliste européen version intelligence artificielle jusqu'au 23 mars. Eh bien, ça peut voire pas de précipitations pour Bruxelles, mais de manière générale pour l'Europe occidentale. Évidemment, nous pourrions avoir le retour de précipitations à plus longue échéance, mais ceci n'est pas le sujet de notre décryptage. Nous pouvons donc constater que nous avons effectivement des creux d'altitude, donc des baisses de température, des crêtes anticycloniques et puis peut-être de nouveau des creux d'altitude en fin du mois de mars. Ce sont donc bien ces flux méridiens qui alternent le temps frais et humide instable avec un temps plus doux et plus sec et plus ensoleillé. C'est ça le flux méridien du mois de mars et du printemps. Voilà, j'espère que ce décryptage météo numéro 58 vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo, c'est important. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage météo numéro 59, le lundi 23 mars. D'ici là, portez-vous bien et salut.